Il est 11 h tout pile et vous êtes toujours en direct avec nous. On entame cette dernière journée de live. On a déjà fait la matinale ce matin. On vous a retrouvé à 9 h jusqu'à 10 h 30. On a discuté de plein de sujets passionnants. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de co-animateur. Ouais, bah salut. Très, très content de prendre la place de Thibaut. Ouais, alors qu'est-ce que ça fait d'être à cette place? Ouais, je me sens un peu plus puissant. Super, ouais non clairement ça fait monter en grade. Ah oui, clairement. Lucas donc effectivement qui est passé co-animateur avec moi qui est donc de Elsa Digital. Oh là là, magnifique, On est le petit bandeau là. Ah bah, clairement, on est avec vous pour 1 heure. On va faire aujourd'hui une interview exclusive de la chronique du geek. Alors je vous en dis pas plus, en fait je vais tout simplement les laisser se présenter puisqu'ils sont juste à ma gauche. Bonjour Nishan, bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce plateau, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir pu faire le déplacement, d'être ici en présentiel avec toutes les conditions sanitaires que ça impose. Mais voilà, donc port du masque, donc désolé si on nous entend un petit peu mal, ça fait partie du jeu. On parlera plus fort. Exactement, Voilà. exactement, mais le sens de mots ne change pas, donc merci d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu chacun, histoire qu'on sache un peu qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quel est l'intérêt que vous soyez là. Alors je me présente, donc je m'appelle Nishan Sebaoui, donc je suis président de l'association La Chronique du Geek, une association qui a été créée il y a grosso modo 7 ans maintenant. On entame la 8e année, ça y est, on commence à se faire vieux dans le jeu vidéo. Oui, quand même, j'ai créé un média qui s'appelle tout simplement La Chronique du Geek, et puis on est là pour en parler. Cool, Voilà. avec plaisir, on va en parler effectivement pendant 1 heure ce matin tous ensemble. Pierre, je te laisse également te présenter. Du coup, Pierre, j'ai rejoint l'équipe un tout petit peu après sa création, ça doit faire 6 ans que je fais partie de l'équipe. Et depuis, j'ai participé à peu près à tout ce qu'on pouvait faire. Et Il manque quelques choses encore, il manque quelques trucs, mais bientôt. Le bras droit caché de Nishan. Ouais, c'est vrai. Alors on parlera de tout ce que vous avez pu faire effectivement au cours de toutes ces années jusque-là, mais ma première question c'est pourquoi avoir créé cette association, quel est l'intérêt finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette asso? Alors en fait pour l'historique, en fait moi donc je bosse aussi à côté pour Radio RBS à Strasbourg. Ouais. Et c'est un pote qui est un de mes meilleurs potes qui un jour m'a proposé donc de créer une chronique en fait sur le jeu vidéo qui aurait lieu tous les mercredis matins dans son morning tout simplement. Je lui ai dit ok, pourquoi pas, parce que le but c'était de parler du jeu vidéo. Donc, démocratiser, ouais. Ouais, c'est ça. On va dire qu'à Strasbourg, c'est vrai que dès qu'on parle JV, généralement, je suis pas trop loin. Et on s'est dit pourquoi pas lancer cette chronique. Et on s'est dit on va pas chercher trop loin pour le nom, on va appeler ça la chronique du geek. C'est vrai que c'est pas mal, c'est plutôt explicite. C'est efficace. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une chronique animée par un geek, et donc ça devrait durer grosso modo 5 à 10 minutes, donc tous les mercredis matins. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel dessus, parce que plein de gens me suivent déjà à l'époque sur le JV. Et au fur et à mesure des choses qui se sont passées, je me suis senti presque pas obligé, mais l'envie de faire beaucoup plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi là-bas, je suis commercial. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours de faire beaucoup plus. Et j'en ai parlé à mon meilleur pote et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a un vrai potentiel dessus. Par contre, tout seul, on peut faire pas mal de choses. Mais avec une équipe, ce serait encore mieux. Très clairement. Ouais, clairement. Et donc du coup, on a monté l'asso La Chronique du Geek. Donc on a vraiment monté en association parce que il n'y avait pas forcément un but précis. Et ce que je leur explique depuis des années, c'est que aujourd'hui, on est là pour parler de jeux vidéo et surtout s'amuser. Et puis, on n'a pas de, je veux pas dire qu'on n'a pas de but, bien au contraire, parce qu'au fur et à mesure, il le dira sûrement, c'est qu'il y a un moment où on met des deadlines, on met plein d'objectifs et des choses comme ça, parce que ça commence à devenir beaucoup plus pro aussi, clairement. Mais dès le départ, ce que je voulais faire, c'était réunir des gens, des passionnés du jeu vidéo. Alors, excuse-moi l'expression, mais c'était faire les cons, prendre vraiment du plaisir et surtout parler de notre passion à tout le monde. Ok, c'est super intéressant. Je sais pas si Pierre, tu veux rajouter quelque chose sur. Non, sur la création, j'étais pas. Ouais, t'étais pas encore là. Tu nous as rejoint pas longtemps après. Oui, fait. Parce que je connaissais les gens avec qui tu as monté, donc Florian et d'autres. Et du coup, ils m'en ont parlé et j'étais à la soirée d'inauguration qui était aussi ton anniversaire. Et c'est là où j'ai un peu rencontré aussi le reste de l'équipe et j'ai rejoint un tout petit peu après. Après, c'était un autre format à ce moment-là. C'était un site web qui avait été lancé au début, ce qui avait été laborieux. Le recrutement était très drôle parce que en fait je connaissais quelques blogueurs grosso modo sur Strasbourg et puis voilà, par force des choses on utilise toujours le commerce quand on veut avancer et je leur ai dit écoute, c'est cool, t'as un blog mais viens bosser avec moi, oublie ton truc et puis viens bosser avec moi. Et j'en ai récupéré 2-3 comme ça et puis ils ont dit autant effectivement unir nos forces et créer une vraie entité. Mais carrément, ouais. Donc j'en ai récupéré 2-3 comme ça, puis ensuite je suis allé recruter directement à l'école Ludus Academy, qui justement est portée sur
la Développement création, de jeux. voilà, création de jeux vidéo, des choses comme ça. Donc du coup, c'était vraiment l'endroit pour trouver les gens. Et première petite réunion, je crois qu'on était quasiment une vingtaine de personnes à cette réunion. Même moi, j'étais un peu choqué. Et on en a récupéré grosso modo une dizaine qui étaient vraiment motivés, qui avaient envie de faire des choses. Et puis ensuite, on a commencé à lancer le projet. Et officiellement, je l'ai lancé le projet le jour de mon anniversaire pour me faire un petit cadeau. On avait organisé. C'est symbolique, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces trucs-là. Et on a organisé une petite soirée dans un bar qui s'appelle le Meltdown à Strasbourg. Ok, ouais. Pour le lancement de l'équipe de la chronique du geek et surtout de l'émission, ce qui allait donner plus tard l'émission Workless Play More. On était parti sur faire juste pour l'instant ma chronique du mercredi matin, lancer un site web pour faire un petit peu ce qui se faisait, parce que dans le JV il fallait vraiment faire de la trace écrite. Ouais, du content. Moi, je suis pas le meilleur en écriture et du coup ça me passionnait pas forcément plus que ça. Moi ce que j'ai toujours fait c'est du management, du coaching et c'est ce que je me suis donné comme tâche. Et puis c'était Écrire. Faire de la news, du test, ce genre de choses. Ouais. Et aujourd'hui vous êtes combien du coup dans l'association? On est encore 10. Il y a eu pas mal de départs, ensuite des nouveaux arrivants. Forcément. Voilà, un turnover qui se fait comme partout en fait, tout simplement. Et plus on avance et plus on sent qu'il y a quand même des gens qui ont envie de faire beaucoup plus de choses. Parce qu'aujourd'hui on est quand même un peu plus tourné vers le numérique. Et c'est comme ça qu'on a lancé après, par la force des choses, malheureusement avec le Covid, on a lancé cette émission qui s'appelle Workless Play More dans le digital, donc sur Twitch, parce que la radio on ne pouvait plus forcément en faire. Ouais, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui plus d'émissions sur RBS? Non, en fait si tu veux, ça s'est passé de la manière, pour l'instant. Mais on est toujours ancré à RBS. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on est parti d'une simple chronique, et puis je crois que c'était au bout d'1 an. On a commencé à faire quand même pas mal de buzz, et puis je me suis dit, bon, de toute façon, déjà c'était une chronique, pourquoi ne pas en faire une émission? Et j'ai proposé de faire l'émission Workless Play More avec mon équipe. Donc Workless Play More qui veut dire travailler moins, jouer plus, qui a toujours été un petit peu mon leitmotiv de la vie. Et en fait, on a pris un créneau d'1 heure, le vendredi soir, et je crois que c'est 1 an après, ou 2 ans, je sais plus. C'était 1 ou 2 ans après, je sais plus. Là, ça en fait, on a vu qu'il y avait une vraie demande, et on s'est dit que 1 heure, c'était pas possible. Et tout de suite, Radio RBS m'avait dit, écoute, vu comme ça marche, prends 2 heures. Donc là, maintenant, depuis quelques années, on est toujours donc sur les ondes du 91.9 FM, le vendredi soir de 20h à 22h. Malheureusement, avec le Covid, on ne peut plus faire d'émissions. On s'est dit, là, c'était au mois de mars, on a lancé notre chaîne Twitch pour pouvoir continuer à diffuser, ce qui est totalement différent de l'aspect radio, en fait. Parce que l'aspect radio, c'est... Tout à fait. On fait de l'open mic, moi je sais que j'en fais énormément, et on discute. Par contre, on n'a pas forcément le retour des clients. Pardon. Des gens. Des gens qui nous écoutent. Mais on n'a pas forcément le retour des gens. Oui, il n'y a pas ce côté interactif avec le chat où effectivement tout le monde peut réagir en continu, effectivement, et qui apporte beaucoup. Avec le premier confinement, on a vu l'explosion de Twitch. On s'est dit, on serait bête de ne pas se lancer dessus. Et en 48 heures, j'ai monté une scène Twitch pour tout lancer. Et puis finalement, le premier vendredi, on a vu qu'il y a eu énormément de gens qui nous suivaient, donc notre communauté, ou tous nos potes, et ainsi de suite. Et grosso modo, on est là maintenant, dans l'attente de pouvoir au moins retrouver le micro dans une radio. Ça finira par arriver. Justement à la rentrée, parce que c'était un peu plus simple et on a continué en fait. Même si on est retourné dans les locaux de la radio, on s'est dit on continue de faire du Twitch en fait. On a les deux en fait. Cette interactivité en fait, c'était trop bien, on ne voulait pas le perdre quoi. Ouais, très clairement. Et d'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle d'interactivité. Le chat est ouvert. Si vous voulez commenter, poser vos questions en direct, n'hésitez pas. Vous avez le chat du Twitch. Et si vous voulez intervenir, j'ai enfin branché mon ordinateur, donc on va pouvoir vous entendre et vous voir. Si vous le voulez, rendez-vous dans la salle d'attente du Discord. Et ensuite, on vous passe à l'antenne. Notre équipe de modération. On a nos deux modérateurs là-bas. Exactement, on vous passera à l'antenne. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez discuter avec nous. C'est une discussion ouverte. Donc complètement. On est là pour discuter. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup en dehors de ces émissions de radio? Est-ce que vous êtes à pas mal d'événements? Vous avez pas mal d'activités, j'imagine, en dehors. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé effectivement de ce que vous faites autour de cette émission, dans cette communauté finalement? Alors là, c'est presque... vas-y, si tu veux commencer par toi, de ton côté. Justement, côté, moi je fais quasiment rien, c'est surtout toi. Moi, c'est vrai que, comme dit, je me suis pris de passion pour discuter, parce que encore une fois, j'oublie toujours pas mes origines dans le commerce, c'est toujours été une vraie passion chez moi. Et un jour, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Mathieu Bernhardt, qui m'a dit, écoute, nous on veut monter un festival du jeu vidéo à Strasbourg. On a besoin d'un host, est-ce que ça te dirait de le faire? Je dis, c'est la première fois que je le fais.
Ok, pourquoi pas. Allez, on y va. Faut se lancer, hein. Et on a lancé donc le festival Start to Play où j'ai animé donc pendant 2 jours le festival. Et c'est là où je me suis dit, il y a un vrai truc à faire et ça me plaît, mais vraiment parce que encore une fois, c'est toujours l'interactivité avec le public et cette fois-ci, il est en face de nous. Et quand on voit qu'on arrive à faire crier les gens et tout ça, c'est un coup de C'est boost l'énergie, qui est, hein, ouais, ouais. c'est ça qui est exceptionnel. Et je me suis vraiment pris vraiment de passion pour ça. Donc à côté de ça, donc à côté de l'émission, bah, j'anime maintenant presque toutes les scènes du JV, en tout cas en Alsace. On essaie de se déployer un petit peu plus. Et qu'est-ce que je fais d'autre encore Beaucoup de choses. Ouais, en fait, à partir du moment où il y a du jeu vidéo, j'essaye Ouais. alors pas de m'incruster ou voir si, clairement. De te faire inviter, on ou va de dire. de me faire inviter. Et ouais, c'est toujours pareil, c'est le fait de pouvoir parler de cette passion-là. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le jeu vidéo. Mm. On serait bête de se cacher de notre coin et de ne pas en profiter. Ouais, clairement. Ouais, et alors on avait une table ronde hier, effectivement, on en parlait, mais je vais un peu poser cette question. Le jeu vidéo, effectivement, de plus en plus de gens s'y intéressent parce que aussi ça devient de plus en plus sérieux. On peut en faire un métier aujourd'hui. Ah oui, bah alors là, les métiers du jeu vidéo, C'est tellement large maintenant, enfin, Ouais. quel que soit ce que tu aimes faire, en fait, tu peux travailler de près ou de loin dans le jeu vidéo, je sens. Ouais. Et le ça, fait c'est- d'en faire, mais aussi de présenter, de le vendre, etc. Enfin, il y a tellement de choses possibles que... ouais. On le voit aujourd'hui avec une Global Game Jam par exemple, Ouais. il y a quand même énormément de développeurs, il y a pas mal de choses. Même moi j'ai participé à une Global il y a C'était 3 ans. C'était 2-3 ans, c'était en 2018, Ouais, je c'est crois. ça, ouais, exactement. Bah oui, c'est ça, en 2018. Et pareil, donc moi qui ne sais pas, je ne sais pas coder, je suis pas dev, la musique c'est une passion, mais c'est pareil, je veux Pas même spécialiste, être- quoi. Ouais, clairement. Et ben en fait, du coup, j'ai intégré une équipe de potes en leur disant, mais moi ce que je sais faire, c'est de la com. Grosso modo, c'est ouvrir la bouche et faire comprendre que notre jeu il existe. Et ben c'est ce qui a fait toute la différence avec les autres équipes. On a même gagné le premier prix et puis même notre jeu a été présenté au Bordeaux Geeks Festival à l'époque parce que c'est pareil, on avait envie de promouvoir notre jeu qui s'appelait Joinbot et c'était vraiment fou en fait. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on peut vraiment tous bosser de près ou de loin dans le jeu vidéo Ouais. et presque en faire en dehors de la passion, on peut même en vivre clairement. Ouais, ça effectivement, ça c'est effectivement assez magique. Alors justement, tu parlais de Global Game Jam et on est en plein dans la Global Game Évidemment. Jam. Donc tu as fait effectivement une édition il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu penses de cette édition qui est totalement en ligne aujourd'hui à cause des conditions actuelles? Est-ce que tu penses qu'on va avoir des jeux de meilleure qualité, de moins bonne qualité? Je sais pas du tout si tu as un avis là-dessus. Bah, disons que quand on est en présentiel, je pense qu'on a aussi le coup de pression de voir chacun dans sa pièce en train de bosser en continu, en non-stop. Moi je me rappelle, je l'avais pas forcément beaucoup faite parce que j'étais pas trop présent à ce moment-là, même si j'étais à 100% dans l'équipe, parce que je gérais donc la partie com, j'ai pas forcément besoin d'être présent. Mais je me rappelle que mes potes dormaient sur les chaises, ils faisaient un relais en continu, alors que là maintenant quand on est en version digitale, est-ce que c'est un peu plus laxiste ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même plus reposant et moins stressant. Ouais. En tout cas, les jeux sont. On les a pu voir hier un peu en preview, certains. Ouais. Et c'est une très bonne édition cette année. Ouais, les jeux sont chapeau, vraiment ouais. ultra quali cette année. Mm. Et on sait qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas dormi. Donc Ouais, voilà. les gens ont quand même vraiment joué le Parce jeu que et ça c'est triché. c'est Des super classiques. cool. Non mais c'est super cool effectivement. Les gens ont joué le jeu à fond. Il y en a certains qui se sont regroupés effectivement tous ensemble aussi par équipe avec le respect des gestes barrières bien évidemment. Mais voilà, des gens ont réussi à se regrouper et ça c'est super chouette aussi parce que ça fait partie de l'esprit de la Game Jam, cet esprit de communauté très clairement. Tu parlais justement, on parle de communauté dans le jeu vidéo. La communauté à quoi elle ressemble à Strasbourg? Parce que donc il y a vous êtes un peu le pilier de ces communautés, mais il y a quoi qui gravite autour du coup? Alors, ça c'est un peu mon... Enfin, en lançant clairement le projet de la chronique, moi j'avais énormément de rêves avec. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon but c'était de faire connaître le jeu vidéo à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde, que ce soit les petits, les grands, enfin peu importe. Et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, peu importe le milieu social, leur boulot, peu importe, enfin tout et n'importe quoi. Et aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de devs qui existent, qui étaient parfois un peu cachés dans l'ombre depuis des années, et qui aujourd'hui, maintenant, avec l'avancement du JV, parce qu'on est quand même dans une grande ville qui est quand même Strasbourg, on le voit de plus en plus, c'est des gens qui sortent de l'ombre. Et pareil, donc là, on a l'impression de toucher un petit peu tout le monde, que même les médias. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, donc est-ce qu'il y a des gens spécifiques qui se rapprochent du JV? J'ai envie de te dire non, parce que finalement tout le monde y porte un véritable intérêt.
Et ça, c'est le côté vraiment cool. Enfin, c'est comme dit, là, je suis en train de réaliser ma meilleure vie parce que maintenant, tout le monde comprend le jeu vidéo, tout le monde parle du JV. Ouais, les mentalités ont changé, quoi. Ouais, complètement, bien sûr. Alors, je ne peux pas dire que si on reprend sur N-1 maintenant, le premier confinement, et ben, il y a de plus en plus de joueurs qui sont. Fallait rester à la maison. Oui, c'est ça. Alors, tu peux regarder, faire le chill à Netflix, mais il y a un moment où tu as envie de faire autre chose, et c'est là où les gens ont commencé à jouer de plus en plus sur leur smartphone, de plus en plus de jeux en ligne. Ils ont commencé pareil, à regarder Twitch. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y a eu un vrai boom sur. Je veux pas dire, comme dit, encore une fois, je dis pas que le confinement était cool, mais bon. Il y a des aspects forcément positifs, hein, ouais, bien qui sûr, sont c'est ça. sortis. Donc, non, je comprends effectivement ce côté positif du confinement. Est-ce que tu as des questions, toi, Lucas? Non, bah écoute, j'en avais deux et tu me les as toutes volées, donc... Ah bah. J'attendais On a des questions là-bas. les modérateurs qui sont là. Alors, si j'arrive à réouvrir mon bloc-notes... Est-ce que J'ai noté, j'avais peur de... On voit les gens qui bossent quand même dans le JV. Elias, est-ce que ton micro est allumé? Je sais pas, juste... Ouais, non. Ah, c'est bon. Ok, c'est Alors, nickel. quand a commencé votre passion du jeu vidéo? Ah, Ouais. très, très- C'est la base. Alors, je pense que si je prends quasiment toutes les personnes sur le plateau, vous n'étiez pas nés. En étant totalement franc. Je viens de fêter Mais ça, là c'est cette une bonne semaine, question mais- de revenir à la base. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai commencé les JV, j'avais 3 ans, grosso modo. J'ai commencé à toucher mes premières consoles à ce moment-là. Et je ne sais pas quand Non, je veux pas m'arrêter en fait. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Non, Avec quoi ça a complètement. commencé justement? Parce que tu me parles des Ah, premières tu consoles, m'as c'était mis- quoi? Tu m'as piqué la deuxième Ah bah question. super. T'as vu, c'est terrible, hein. Décidément. Désolé. La deuxième question, c'était Et du coup, avec quoi t'as commencé? Quelle est ta console avec laquelle t'as commencé? Et quels sont les premiers jeux auxquels t'as joué? Qui t'ont donné cette passion? Alors, j'ai dû commencer en souvenir, hein, c'est sûr et certain, par la NES et Master System. Après, je sais que j'avais déjà touché un petit peu auparavant à d'autres anciennes consoles, mais alors pour les citer, je suis même pas sûr que ça rappelle. Il y avait énormément de magasins, enfin tous les magasins à l'époque mettaient en avant des bornes pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Il y avait aussi les salles d'arcade ou même les bornes d'arcade que l'on trouvait aussi pareil à l'époque dans les centres co. Je sais que j'ai passé énormément d'heures maintenant pour savoir par quoi j'ai commencé. Si je dois te donner un de mes jeux phares qui encore aujourd'hui est une passion, c'est Alex Kidd Miracle World sur Master System, jeu qui est sorti en 87 si mes souvenirs sont bons. Donc ouais, ça fait partie de mes premiers jeux de l'époque, quoi. Et du coup, le meilleur jeu pour toi qui a existé de toute ta carrière, je pense que Et c'est là, on compliqué est de parti choisir. pour 5 heures de Allez, discussion. allez, au revoir. Bonne journée. En fait, pour moi, c'est impossible de... Enfin, si. Je pense que s'il y a des potes qui suivent le live, clairement, ils le diront, c'est Street Fighter. Parce que pour moi, ça a été vraiment une vraie révolution. Parce que là, on parle d'une passion aujourd'hui qui est le versus fighting pour moi, donc les jeux de combat. Et clairement, Street Fighter a beaucoup joué sur toute ma carrière. Ok. Clairement. Alors du coup, je vais poser la même question à toi, Pierre. On va reprendre depuis la Ouais. première question. D'où est venue ta passion, toi, du jeu vidéo? J'ai aussi commencé quand j'avais 2-3 ans, mais ça a vraiment commencé à devenir une passion quand j'avais, je crois, 12-14 ans, dans ces eaux-là, quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Ok. Mais ouais, depuis 2-3 ans, ouais, j'ai commencé à jouer et j'ai pas arrêté depuis. Donc, Et t'as commencé avec quoi comme console? j'ai commencé avec la Game Boy et Tetris. Et au début, je faisais des tours parce que voilà, c'était rigolo. Et puis après, ouais, j'ai commencé à toucher à plein de trucs. Et là, quand j'ai commencé vraiment à jouer, le premier jeu où je sais que je le voulais, etc., c'était Pokémon. Enfin, je suis totalement de cette génération-là. Et quand je suis tombé dedans, c'était foutu. Je comprends. Je comprends totalement. Et du Alors coup, lui, il ne comprend pas parce qu'il est. Voilà. Moi aussi, j'ai fait les premiers Pokémon. Après, j'ai pas suivi parce que pour Ouais. moi, Pokémon, t'en as 151 et pas plus. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Et puis c'était en noir et blanc, tu vois. Il n'y avait Oui. pas de couleur, il n'y avait rien du tout. On jouait sur la première Game Boy. Enfin, voilà. Donc, Et du coup, ton jeu préféré, ça reste Pokémon ou? Non, c'est celui qui m'a vraiment lancé dedans, c'est Fable, donc, qui était un jeu Xbox, par Lionhead, donc un studio anglais. Le directeur du projet, c'était Peter Molineux, c'est un mec qui a fait beaucoup de jeux où c'était l'importance des choix du joueur qui était dedans, et en fait, je pense que c'est le premier jeu où mes choix et la façon dont je jouais et dont j'interagissais avec les personnages avaient un impact en fait sur l'évolution du jeu. Et là, du coup, je suis tombé totalement amoureux. Je l'ai fait il fait 12 heures, je l'ai fait en
commençais le mercredi après-midi, je l'ai fini le samedi, mais dans la journée, je jouais 10 heures. Ouais. C'est la première fois que j'ai fait ça, je crois la dernière aussi, mais c'était, j'ai pris une claque, quoi. Et c'est là où je me suis dit, ok, je veux m'y intéresser, je veux savoir comment ça fonctionne et essayer de me rapprocher de ça, quoi. Donc ça, c'est un jeu qui t'a rendu vraiment passionné. Ah ouais, ça m'a. Mais il y a eu on-off, quoi. Avant, c'était cool, j'aimais bien, et après, je fais, ok, c'est ça que je veux faire dans la vie. Il en quoi. parle tout le temps, les amis. Ah ouais. Non, mais c'est... Alors lui qui dit ça par rapport à Street, merci. Mais Après, je ouais. pose la question, donc forcément, la réponse Oui. est toujours la même. Hein. C'est Oui, sûr que c'est c'est ça. une question relativement classique. Mais du coup, qu'est-ce qui fait, en partant de ça, un bon jeu pour toi? Qu'est-ce qu'il faut mettre là ça s'adresse à tous les participants de la Game Jam. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur jeu pour que ce soit un bon jeu? Mais ça dépend tellement du jeu et de ce qu'on va faire en fait. Ça dépend de l'attention qu'on a. Si justement on veut faire un jeu de combat, ça va être le gameplay et la façon dont ça va se jouer. Si on veut faire quelque chose de narratif, il va justement falloir que ça soit fluide et que justement on n'ait pas de barrière où on ne comprenne pas sans que ça nous sorte du jeu. C'est beaucoup trop. Alors là, pour répondre à ça, ça dépend de l'attention qu'on veut faire passer en fait dans le jeu. Et il faut que ça soit raccord. Je pense que ça dépend aussi du type de jeu, parce que tu vas prendre un RPG, c'est sûr que tu vas plus perdre du temps sur l'histoire par exemple. Ouais. Tu vas prendre un jeu de combat, oui, effectivement, il y a la technicité et puis l'avancement pour amener un jeu sur de la compétitivité, enfin sur Et de la qu'il compétition. Voilà, Et qui soit aussi facile d'accès au début que la première fois que tu y joues, en fait, clairement. que tu ne sois pas perdu, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a du puzzle game, c'est pareil, il faut que ce soit hyper complexe pour. Enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui. Et là, je vais rebondir sur un truc, parce qu'on en a parlé ce vendredi aussi. Parce qu'on était avec le No Limit Orchestra, donc orchestre qui aujourd'hui s'amuse à reprendre des thèmes de jeux vidéo et à les jouer de version orchestrale, en présentiel surtout. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la musique dans le jeu vidéo est devenue de plus en plus importante. Ouais, Et et ça, le c'est sound vrai que- design, il y a un vrai travail là-dessus. Complètement. Ouais. Complètement. Et je sais pas, à l'époque, je donne un exemple, il y a des thèmes phares comme, je sais pas, Final Fantasy VII où tout le monde connaît l'hymne de Cloud, enfin toutes ces choses-là, mais il y a des jeux aujourd'hui qui pourraient passer presque inaperçus parce que la bande-son n'est pas épique. Alors au contraire, maintenant, on se rend compte de plus en plus que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer du main theme pour que ça reste dans la tête des gens, et c'est ce qui va vraiment booster aussi un Ouais, jeu. ça change beaucoup de choses. Ouais. Et Ouais. dans le chat, on nous dit enfin quelqu'un avec du goût, Fable, une très très bonne licence. Pour une fois, Évidemment. on me dit quelque chose de bien. On a de très bons viewers. Voilà. Mais oui, alors là, oui, les meilleurs. Effectivement. Donc ouais, donc, le sound design, un point essentiel pour faire un bon jeu, c'est le Ouais. conseil que vous donneriez là comme ça au... Bah, Ouais. En fait, ça peut aider parce qu'on peut avoir un visuel qui est très simple, mais si le sound design, la musique, en fait, fonctionne et est impactante, en fait, ça va rester plus facilement. C'est bête, mais le cerveau, il fonctionne plus au son qu'à l'image. Ouais. On peut avoir une image crade, mais un bon son, en fait, on va kiffer l'expérience. Ouais, clairement. Je t'ai pas posé la question à toi, Pierre, mais est-ce que tu as déjà participé à une game jam justement Oui, auparavant j'ai participé aussi en 2018. On avait participé la même année. C'était avec des potes avec qui à ce moment-là on avait pour but d'essayer de faire du jeu vidéo. On avait aussi une association pour essayer de se lancer là-dedans. Et on s'était dit qu'une globale, ça nous permettrait en fait sur un temps limité de pousser, d'avoir cette effervescence créative. Et c'était une expérience chouette. Mais on était une équipe quasi complète nous. Donc on n'avait juste pas de graphiste, mais c'est pas ce qui manque dans les globales en fait. C'est les gens les plus prisés, mais on a réussi à en choper une. Et on avait fait un truc très beau, mais qui était très chiant pour le coup, donc on s'était un peu loupé, parce que c'est un exercice très difficile de faire une globale. Ouais, ça c'est sûr. Alors c'était quoi votre jeu du coup que vous aviez développé en 48 heures quand même? C'était, on devait jouer une amibe qui devait essayer de progresser, et sauf que notre scope de jeu, c'était beaucoup trop large par rapport au temps qu'on avait. On avait cuté, enlevé des choses, mais finalement c'était encore 10 fois trop gros, et finalement on avait juste 3 écrans et ça ne fonctionnait pas. Donc les yeux plus gros que le ventre quoi. Ça, oui, alors qu'on piège. se dit ouais, ça va, c'est large. Non, jamais. Je pense qu'on rêve tous de faire un triple A, sauf qu'il y a un moment, Ouais. sur 48 heures, c'est Sur quand même C'est ça. compliqué, quoi. Et on voit toujours trop gros, je trouve, sur les globales, de manière générale. Ouais, partir trop vite aussi, je pense que ça peut être un piège dans ce genre d'événement. On voit le thème et puis on a une super idée et on part directement sans réfléchir à un autre thème. Je pense que ça peut être un piège aussi. Ouais. Mais je pense que là-dessus, pour moi, il est hyper important de commencer par un brainstorming. C'est-à-dire vraiment réunir toutes les personnes qui sont autour de la table et leur dire ok, on a la thématique, on a le mot, on a le. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Ensuite, on va prendre les aspects techniques, on va reprendre les forces de chacun, les mettre sur un tableau et ensuite on se dire ok, là on répartit les tâches, on se dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qui peut apporter quoi, et à partir de là on peut commencer à gratter les textes et
et tout le reste, tout ce qui va suivre le projet. Parce que c'est vrai que 48 heures, on s'en rend pas compte, mais ça passe Ça passe extrêmement très vite. très vite. Hein, C'est c'est ce c'est ce que certains groupes nous ont dit aussi hier, ils n'ont pas commencé à coder avant samedi à minuit, parce que du coup le Ouais. vendredi soir ils étaient en train de brainstorm, de Bah, c'est de regarder leur super- futur, ouais, ça va etc. faire 5-6 heures de brainstorming, des fois ça peut, Ouais. ça peut clairement aider pour la suite. Ouais, non, clairement, c'est essentiel de brainstormer. Alors, vous avez tous les deux fait la Global Game Jam de 2018. Ouais. Alors, j'ai pas trouvé le thème. C'était The Wave, c'était la vague. Oui, la vague, Ouais. ok. Ouais. Euh, en combien de temps, justement, vous aviez réussi à trouver une interprétation de ce thème? Alors nous, on était, je crois, de tête très rapide, parce que le brainstorming a duré même pas 2 heures. Ok. Ouais, de tête, je crois qu'on était sur 2 heures, et puis grosso modo, bah, après on était aussi une grosse équipe, on était 11. Donc du coup, et puis dans l'équipe, on avait beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé sur des globales, on avait fait énormément, donc du coup, pareil, le brainstorming, ils découvraient pas forcément ça. Donc ils connaissaient déjà les méthodes pour la créer d'un jeu. Du coup, ça allait très très vite. On a juste trouvé la thématique, on s'est dit, ok, ça peut être cool de faire ça, ça, ça. La mécanique du jeu, ok, on y va. Et en fait, on n'est jamais retourné en arrière, parce qu'on s'est dit, si on repart en arrière, on va perdre toutes les heures qu'on avait déjà utilisées auparavant pour refaire quelque chose. Enfin, le proto, il risque pas forcément d'être cool, quoi. Hmm. Et toi, de Et ton côté, Pierre? nous, on s'était mis une limite, je crois, autour de 4 heures, 4-5 heures de brainstorming, mais au bout de 3 heures, on était arrêté depuis un petit moment dessus, on avait déjà commencé à savoir ce qu'on voulait faire, quoi. Ok. Alors du coup, puisqu'on parle de thème, on peut peut-être parler du thème de cette année, Lost and Found. Je pense que vous avez vu la vidéo de présentation du thème, et donc ce thème de cette année. On a fait un débat vendredi soir entre nous pour savoir un petit peu comment nous on interpréterait ce thème, et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez fait avec un thème Lost and Found, perdu et retrouvé? On en a parlé rapidement, très Ouais. rapidement ce vendredi soir dans l'émission, justement. Je crois que c'était même toi qui avais pris la parole. Je veux En en même disant, temps ouais, que- le thème il est en super fait, facile cette année. c'est un Ah ouais. thème qui est facile, mais en même temps compliqué, parce qu'il est très large. C'est très large, oui. Il y a plein de trucs Ouais. possibles, et du coup, on peut se perdre, mais en même temps, ça permet de pas... Parce que, ouais, de pouvoir se lâcher et de faire un peu ce qu'on veut avec. C'est une faiblesse comme une force, mais de ce que j'avais un peu réfléchi, je serais plutôt, je pense, parti sur quelque chose, enfin, un peu de l'exploration, essayer de retrouver quelque chose dans une map un peu procédurale, donc pour éviter de... Faire un s'en- jeu à monde ouvert. Non, mais encore tout à l'heure. c'est 2-3 écrans, mais un peu procédural, et essayer de devoir retrouver des choses dedans, donc... Ouais, par exemple, deux personnes qui se séparent, et puis ça va être effectivement un espèce de peut-être de jeu de plateau ou un truc typé sur l'aventure avec des énigmes à résoudre pour pouvoir retrouver l'autre personne, par exemple. Faire un petit jeu d'aventure comme ça sur quelques screens, ça me paraît pas trop Ouais. déconnant en fait au final. Faire un Mhm. début de jeu comme ça, ça aurait Mhm. été largement... Je pense que ça aurait été faisable. Après, Un peu à la Mario Bros, tu vois. Non. Quand tu joues la princesse, mais oui, évidemment. Non, bah oui, mais ça peut, Mario Bros rentre clairement dans la thématique. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux qui rentrent dans la thématique, effectivement. Oui. Quand on avait réfléchi, quasiment tout finalement peut rentrer dans. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est quand tu dis très c'est très... large, c'est la manière dont on va le pitcher. Alors toi qui es commercial, effectivement, je pense que ça te connaît de pouvoir pitcher Ouais. des choses de manière tordue pour les faire rentrer dans un thème. Ah bah oui. Mais clairement, effectivement, je pense que ça fait partie aussi du jeu, hein, c'est d'apprendre à pitcher le jeu Ouais. pour qu'il rentre dans le thème. Mais ouais, sur Lost and Found, on avait pensé aussi à tout cet aspect thérapeutique, hein, de tout ce qu'on peut perdre socialement aussi, économiquement, surtout avec cette année, Oui, avec le avec Covid, bah oui, la ça, il y a situation plein de choses sanitaire. possibles. On avait pensé à cet aspect-là, et puis on avait pensé aussi à l'aspect quiz, parce que finalement, c'est aussi trouver des réponses à des jeux. Enfin, Oui. donc c'est Mm. effectivement très très large, hein, ce qu'on avait. Effectivement. Ce dont encore on avait pensé. C'est pas très français cette Bah, phrase. même C'est même vrai qu'on le est panel pensé, de jeux qu'on nous a présenté hier, il y a des Ouais. gens en coop réseau, il y avait des jeux solo avec un petit peu de mapping, etc. Il y avait des jeux de perte de mémoire où c'était des tappings où il fallait écrire le plus rapidement possible. Il y avait vraiment, ils ont vraiment couvert très très large. Ouais, il y a un très large spectre de jeux effectivement qui Ouais. est couvert. Je vois que dans le chat il y a des messages, je sais pas s'ils sont intéressants à... Ben, Tout message alors, intéressant. Des expositions d'avis. Mais on Ouais, les c'est prend, ça. on les prend avec plaisir parce qu'on a, bah on a des alors, spécialistes on sur nous- le plateau, donc autant en Alors, profiter. c'est Vas-y, pas je te le le fait laisse. d'avoir une bande son qui fait un bon jeu. Il faut des thèmes marquants. Je prends l'exemple de Castlevania. Castlevania, je prononce mal. Avec Blood Eaters, Quel accent. Vampire Killer ou Zelda avec le thème principal Overworld. Salut, c'est Romu Oui. qui nous dit ça. Oui, c'est Romu. C'est vrai que les musiques de Castlevania sont exceptionnelles. Mm. Honnêtement, enfin, ouais, c'est pas parce qu'elles ont marqué. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. C'est Ouais. Moi, je pense que je dois l'écouter au moins une fois par semaine. C'est le thème de Castlevania 4 sur Super NES. C'est partie de mes OST favoris et pareil, je l'écoute au moins une fois par semaine. Parce que tu disais avant, c'est des thèmes qui restent dans la tête, c'est des mêmes Ouais. thèmes qui. Et c'est ce qui est important. C'est pas une bande son exactement, c'est des bandes son marquantes. quoi, Mm. C'est ce qu'on voulait dire.
Ok, voilà, dans le chat, vous n'hésitez pas à continuer à réagir et si vous voulez interagir avec nous en direct, le Discord est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à la salle d'attente. Vous connaissez le principe, ensuite on vous passe en direct, pas de souci, hein, on est là pour ça. Quel est l'avenir maintenant du jeu vidéo? Comment ça va évoluer? C'est une question très floue, hein, mais comment on peut envisager la suite du jeu vidéo? Aujourd'hui, on a un point... où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment ça va évoluer dans les prochains temps? Je pense que pour répondre à la question, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Je dirais grosso modo 5 ans. Mhm. Pour un petit peu savoir où on en était, il y a 5 ans, faire le point aujourd'hui. Et à partir de là, je pense que ça va juste améliorer tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a 5 ans, on parlait du jeu vidéo, on était encore sur une image négative. Je vais être franc, vraiment, là on fait vraiment de l'open mic. Ça rend violent quoi. Ouais. On avait toujours l'image du joueur de jeu vidéo qui restait chez lui à la maison, qui ne parlait à personne. Enfin, c'était toujours cette image hyper négative et Dieu sait que moi j'en ai souffert pendant des années parce que c'est une image qui est dégueulasse. Clairement, alors qu'en fait c'est pas vrai. Enfin, ouais, c'est l'archétype vraiment. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais, et en c'est fait, le cliché de la chose. c'est ça, c'est le cliché, c'est exactement ça. Et malheureusement, non, ça n'a jamais été vrai. Enfin, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Il y a effectivement certains cas spécifiques, oui, mais ça c'est pas parti de rien non plus. Hein. Aujourd'hui, quand je vois où est-ce qu'on en est là maintenant, le jeu vidéo, il est présent partout. Je suis consultant dans une école spécialisée dans le jeu vidéo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui existent et qui peuvent parler de jeux vidéo. On parle de l'e-sport, donc de la compétition en jeu vidéo. Moi j'ai commencé l'e-sport en 2001. Quelque chose comme ça, parce que j'en ai même fait ma thèse pour mon BTS. Et pareil, les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire e-sport. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, maintenant, on se rend compte qu'il y a des gens qui gagnent leur vie, et qui gagnent même très 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 bien leur vie, grâce à l'e-sport. Donc aujourd'hui, on n'est pas au début de l'e-sport. On a déjà fait 2-3 ans, où ça a bien remarqué les choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore une fois, je vais reprendre par exemple le No Limit Orchestra. Il y a des gens, quand je prends le micro lors des concerts, je demande toujours dans la salle est-ce qu'il y a des joueurs de jeux vidéo. Et mon ratio, il est dingue. Si j'ai 10-15% de personnes qui lèvent la main, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent quand même écouter de la musique de jeux vidéo sans connaître le jeu vidéo. Sans connaître le jeu, ouais. Ok, parfait, super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après, on le voit, l'avancement par exemple aujourd'hui de la réalité virtuelle. C'est pareil. Il y a 5 ans, est-ce qu'on pouvait se dire, bon si on commençait à se le dire, mais... On commençait, mais c'était pas si bien... Et puis il fallait avoir la bête de compète pour le casque qui coûtait aussi beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Un casque à 1500 balles, la config à 3000, 4000 euros. Aujourd'hui ça se démocratise un peu plus. Justement, c'était une de mes questions, ça, la réalité virtuelle, où est-ce que ça en est et vers où on va? En fait, pour moi, ça commence vraiment, parce que c'est un truc que je suis depuis le tout début. Dès qu'il y a eu le Kickstarter, donc le financement participatif pour l'Oculus, je me suis vraiment intéressé. J'ai pu tester quasiment toutes les versions sur différents salons étudiants ou pro des Oculus. Et maintenant, en fait, en 2020, je trouve, on a eu le premier vrai gros jeu VR, donc, qui est Half-Life Alyx. Donc une licence un petit peu connue, et des jeux VR que j'ai pu faire, c'est le premier. Je me suis dit ok, là ils ont compris comment est-ce que ça fonctionne, et maintenant on va commencer vraiment à avoir des jeux qui exploitent la façon de créer les jeux et de jouer. Donc, il y a aussi un autre thème qu'on n'a pas abordé rapidement, le serious game, tout le monde sait ce que c'est. Je pense. Peut-être on peut résumer rapidement pour ceux qui nous regardent, parce que peut-être tout le monde ne sait pas dans ceux qui nous regardent. Le serious game aujourd'hui, c'est une façon d'apprendre une formation en utilisant les techniques du jeu vidéo. J'étais commercial pour une société qui s'appelle Almedia à Strasbourg, donc pareil, leur but c'est justement de faire de la création de jeux vidéo tout en incluant une formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut apprendre tout en s'amusant en utilisant, comme dit, des techniques du jeu vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez incarner un personnage qui va suivre une histoire, et en fait ça va vous apprendre votre métier. Demain, alors je donne un exemple, vous pouvez, je sais pas, vous voulez être boucher, je donne un exemple, et bien en fait on peut aujourd'hui, plutôt que d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous explique le métier, on va vous mettre devant un ordi, devant une console, et on va vous faire jouer à un jeu vidéo qui va vous apprendre votre métier. Donc tu vois, aujourd'hui le JV est vraiment présent partout.
Et ça, c'est une des méthodes effectivement d'évolution, parce que du coup, on n'a toujours pas abordé le futur du, Ouais. Ouais, en plus, du ouais. jeu vidéo, mais effectivement, c'est une piste du futur. C'est un truc qui va se développer encore énormément Ouais. dans l'avenir du jeu vidéo. Mais du coup, effectivement, pour en revenir à la question de De l'avenir, comment effectivement le jeu vidéo va maintenant évoluer en partant de 2021, à quoi doit-on s'attendre en 2022, 2023, dans la décennie qui arrive? C'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'on essaie de prédire ça, on se plante. Parce qu'on a toujours une vision aujourd'hui de ce qu'on va faire. Il y a des choses qui vont évoluer, par exemple aussi comme le cloud gaming, donc le fait de plus avoir forcément un support fait pour ça et qui peut permettre une plus large démocratisation à plus de gens de pouvoir y jouer parce qu'il n'y aura pas le matos à acheter, etc. Ça sera quelque chose de moins fermé. Un truc Il y a accessible, aussi- quoi. Il y a aussi tout ce qui est réalité augmentée. Parce que la réalité virtuelle, ça enferme, c'est très bien, j'aime beaucoup la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée, ça permet en fait de coller sur l'environnement en fait par exemple, des décors ou des personnages, etc. Il y a Asobo, qui est une boîte bordelaise, qui ont fait Flight Simulator cette année, qui travaille en fait sur le casque de réalité augmentée de Microsoft depuis très longtemps. Et justement, ils avaient fait un prototype de jeu d'enquête où, dans notre salon, on va avoir le meurtre, on va avoir les gens avec lesquels on va pouvoir interagir. C'est-à-dire que si le casque détecte qu'on a un canapé, la personne va être assise dans le canapé. Et ça, c'est le genre de choses aussi qui peut avoir de nouvelles Qui vont expériences. fluidifier le jeu, effectivement. Bah, Oui. on le voit même, enfin, moi je reprends encore une fois une partie dans la musique. C'était il y a quelques années où on a pu refaire vivre Tupac Shakur lors d'un concert. C'est hallucinant, c'est-à-dire que vous avez la scène et puis en fait il est là présent. Et c'est-à-dire que les gens aujourd'hui pourraient s'imaginer avoir n'importe quel chanteur ou groupe préféré dans son salon tout simplement pour assister à un concert. Ça c'est l'avenir du jeu vidéo. Ouais, clairement, oui, parce que le jeu vidéo, c'est ça aussi. C'est non, très clairement la réalité virtuelle qui est poussée par le jeu vidéo. Non, ça c'est impressionnant. Vous parlez du cloud gaming. On a une question dans Ah, il y a justement, deux questions dans le j'allais chat. rebondir dessus. Deux questions. Tu prends toujours ton. C'est terrible, hein, Tu te fais vraiment. voler, Ah, c'est mais hallucinant. il est Tapez-moi. très bon présentateur, c'est ça ce que je peux faire. Alors, première question, qu'est-ce que vous pensez du cloud gaming, notamment avec le poids de Google et avec son Stadia? Une question donc de Mehdi Valis. Alors on en parle beaucoup dans notre émission de Stadia parce que voilà, C'est la blague. c'était Enfin, c'est private joke, mais c'est vrai que Stadia, honnêtement, alors si on faut être vraiment franc pour une fois, je suis pas fan. Alors attention, vous parlez quand même au Google développeur. Je sais, Gourmand. justement. Donc, Oui, c'est. Alors parce qu'en fait, si tu veux, le projet en lui-même, il est complètement ouf, clairement. Vraiment, moi je suis fan du projet de cloud gaming. Après, c'est vrai que là, on est sur le début du cloud ça. gaming. Ouais. C'est pour ça que Stadia, c'est les précurseurs. Ça fait des années que Google en parle. Clairement, ils se sont lancés. Mais en fait, Après, ils essuient les plâtres de plein de choses. Ouais, voilà. Mais Ouais. Du coup, je vais juste continuer avec une question peut-être plus personnelle. Le concurrent direct de Stadia, selon moi, est plus Shadow, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a une préférence de votre côté pour un des deux en particulier? c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est encore Parce un qu'en peu fait, différent. mais- Shadow, c'est du cloud computing, donc en fait, on stream son PC directement. Alors que Stadia, c'est vraiment une plateforme de jeu en fait, où on va faire que du jeu. Donc c'est différent. Le plus gros concurrent de Stadia aujourd'hui, ça serait Xbox avec leur formule xCloud. Puis on sait qu'il y en a d'autres qui vont se lancer dedans, par exemple Amazon avec Lumia. Donc eux, ils vont être en concurrence directe. Shadow, c'est encore un peu différent. On avait justement un membre de la chronique, Farid, qui avait son Shadow et qui en était très content parce que du coup, lui, il avait un Mac et ça lui permettait de jouer sur Windows avec cet abonnement-là, quoi. Ah, d'accord. Donc c'est un peu différent encore. Après, Et- s'il faut poser une pièce aujourd'hui, moi je pense que j'investirais clairement sur Stadia, enfin sur le process. Enfin, on sait Oui. que Google est très très fort. C'est juste qu'ils étaient parmi les premiers à se lancer, et c'est vrai qu'un lancement c'est toujours très compliqué, on ne Ouais. sait pas vers où on va. Bah, surtout dans une innovation comme celle-ci, technologiquement, c'est un défi. Ouais. Donc non, c'est sûr que c'est courageux de leur part de s'être lancé. C'est Après, ça. le problème de Google, effectivement, c'est qu'ils ont tendance aussi à pas mal abandonner leur projet en cours de route. Je l'ai pas dit parce que je me suis dit, Ouais, vu non, qu'on- mais- vu là où est-ce qu'on est, je vais C'est éviter bon, de balancer c'est ça. Mais bon, C'est ok, bon. oui, c'est vrai que. Mais après, c'est le genre de choses, oui. On verra comment est-ce que ça continue. Mais il y a d'autres acteurs qui sont dans le milieu et ça Ouais. va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter tout de Je pense suite, qu'il fallait justement qu'une grosse force se lance Oui, pour que les autres pour, suivent. voilà, en fait. pour les autres suivent, et puis ensuite je pense que clairement en connaissant Google, s'ils n'abandonnent pas le projet, à partir du moment où ils vont lancer une autre révolution, c'est quand il y aura peut-être un Stadia 2 où là clairement ils vont pouvoir se dire bah voilà, maintenant ce que nous on sait faire c'est ça. Ouais, très clairement, qu'ils vont pouvoir effectivement se centrer un peu plus. Alors, on parle du coup du cloud gaming et donc Medievalis qui Ouais, ajoute une exactement, question. désolé, ouais. Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin des consoles en plus de tout ça?
Et voilà, je vais commencer à pleurer. Merci. Mais ça fait 10 ans qu'on dit que c'est la fin. Ouais, des mais c'est consoles. exactement Ouais. ça. Ça fait des années, on Après- nous dit c'est fini les Sa consoles. dernière génération, sa dernière. Ouais. Mais sauf que. Pour Mais l'instant, après, il y a ça toujours continue. des gens qui aiment avoir leur console chez eux, et puis Bah pense oui, qu'il y mais en aura quel- toujours. Après, au bout d'un moment, quel ils va auront en être plus le l'intérêt, choix. effectivement, le jour où on a un Stadia qui fonctionne bien depuis n'importe quel appareil, pourquoi on aurait besoin d'avoir une console chez soi? Alors, si je peux me permettre de La répondre, moi je nostalgie. suis collectionneur, donc ouais, j'ai besoin d'avoir du physique chez moi parce que voilà, je collectionne les depuis des années et des années et me dire qu'aujourd'hui je vais allumer ma console, enfin non, je vais allumer ma télé et dans ma télé il y a Rien. rien Ouais. et de me dire que bah voilà, je vais appuyer sur un bouton de ma télécommande ce qui va lancer ma pseudo console virtuelle. Je sais pas, j'ai quand même un manque et puis le fait de plus aller de se déplacer en magasin, par exemple pour acheter son jeu. Mhm. Tu sais, tu repars du magasin, t'as ton petit jeu dans ton sac, t'es hyper content. Alors que là, finalement, eh ben, tu vas allumer encore une fois ta télé parce que tout ton système sera déjà intégré sur le cloud. Tu auras juste à choisir ton catalogue et puis tu presses start et puis c'est parti. Et Est-ce que c'est Il manque pas... quelque chose. c'est un autre avantage, c'est l'instantanéité Oui, oui. du truc. Ouais, c'est ça. T'as envie de jouer à ça maintenant, ben tu l'as. c'est Mais ça. je comprends le côté, je comprends le côté PlayStation 5 par exemple. en physique, magasin. matérialiste, je comprends. Mais est-ce que c'est pas réjouissant de se dire qu'on a une console qui va évoluer en termes de performance aussi au fil du temps? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on dépense 400-500 euros dans une PS4, une PS5. Elle a les mêmes performances dans 3 ans, sauf que les jeux vont évoluer. Donc, au bout d'un moment, il faudra la remplacer. Là, vous avez du cloud gaming, vous avez un appareil qui n'existe pas physiquement, qui évolue Oui. tous les jours, qui peut gagner en performance tous les jours de manière transparente. Oui. Quasiment pendant que vous êtes en in-game, les performances peuvent être augmentées. C'est quand même réjouissant cette perspective. Complètement. Oui, c'est ça, il y a des avantages et des inconvénients. De toute façon, au bout d'un moment, on y arrivera peut-être au 100%. Mais je sais pas, alors, savoir si c'est la dernière génération de console, je sais pas. J'ai quand même un gros doute Non, dessus. je Après, pense qu'on n'est pas encore passé sur des consoles full des maths. Donc je pense qu'il y aura peut-être encore, je le souhaite encore dans 7 ans, une autre console qui arrivera sur le marché qui sera peut-être la PlayStation 6 et la Xbox X série machin, je sais pas quoi, peu c'est pas, importe. on verra comment ils Voilà, appellent ça. ouais, non, mais ça aussi ils sont très forts. Xbox Zero peut-être. Hein, Et puis qui marquera effectivement cette dernière ligne droite des consoles physiques. C'est-à-dire que dire maintenant il n'y a plus de lecteur Blu-ray, il n'y a plus rien du tout, c'est ta manette, ta console qui sera peut-être même un petit boîtier comme ça, mais qui nous permet d'avoir accès à tout le catalogue PlayStation ou Xbox. À ce moment-là, on pourra se dire ok, c'est peut-être effectivement la fin des consoles. Ouais. Et puis alors cette augmentation des performances quasiment illimitée, du coup, ça va aussi permettre d'avoir des jeux de plus en plus réalistes. Bien sûr. On a vu des progressions absolument incroyables dans les jeux. Alors, je suis pas du tout gamer personnellement, mais j'ai joué à quoi? C'était GTA. T'as joué à Gartic Phone hier soir GTA à Among Us. Ouais, exactement. Mais voilà, c'est le seul jeu auquel j'ai joué de ma vie. J'ai joué à GTA San Andreas il y a Quelques années, C'était 10 ans, 2006. 15 ans. Il y a 10 ans de ça, Ouais, je crois. ouais, grosso modo, ouais. J'étais déjà très en retard quand j'y ai joué et je trouvais les graphismes absolument incroyables. Moi, je disais, c'est fou. Et j'ai vu GTA 5 effectivement des quelques bandes annonces. J'étais bluffé et pourtant ça fait longtemps aussi maintenant ça. Là, 2013, GTA Ouais. 5, Ouais. il va fêter ses 8 ans cette Ouais. année. Ouais, et j'étais impressionné en 2013. Donc effectivement, il y a une Ouais. évolution du graphisme qui est absolument dingue avec le ray tracing qui arrive aussi Ouais. dans les cartes graphiques. Et justement, on peut peut-être parler un petit peu du marché des cartes graphiques. Je sais pas du tout si vous suivez un tout petit peu, mais on en parlait hier dans la matinale. Surtout Pierre. ouais. Ça, c'est mon. On en kiff, parle... c'est- ouais, non, mais on en parlait hier dans la matinale, effectivement, et on essaie de débattre sur pourquoi aujourd'hui on a tous les jours des cartes graphiques qui sortent. On a l'impression d'en avoir toutes Ouais. les 3 semaines un nouveau Ouais. modèle qui sort, mais on peut pas les acheter. Parce qu'il y a 1 milliard de soucis. Alors déjà, en fait, ce qu'on disait aussi avant, le confinement, ça fait que les gens se réintéressent aux jeux vidéo. Et des fois, ils avaient des vieilles configs qui commençaient à se faire un peu juste. Ils pouvaient encore jouer, mais quand ils ont vu là, il y avait eu donc, des annonces cette année, il y a eu les rafraîchissements du côté des deux gros constructeurs, donc AMD et Nvidia. Et en fait, les prix n'étaient pas abusifs pour les performances, et donc les gens ont voulu se remettre dessus. Et il y avait aussi donc le Covid par rapport un peu aussi au fonctionnement de comment est-ce que les usines ont pu produire. Et il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau des composants dont ils ont besoin, où des fois c'est très compliqué. Il y a aussi les procédés qui font beaucoup plus de rejets, etc. Donc, et j'en peux plus, je suis en train de pleurer, parce que quand je vois l'état du marché, c'est même des cartes graphiques qui ont 2 ans, on ne les retrouve plus aujourd'hui neuves, parce que les gens ont tout acheté. Et le seul moyen aujourd'hui d'avoir une carte graphique, c'est d'acheter de l'occasion qui est au prix du neuf d'avant, quoi. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas faire du commerce tout simplement Si, ouais, mais aujourd'hui? Mais vraiment, clairement, quand tu vois c'est quoi, c'est 30-80 Ouais. qui avant même d'être sortis étaient déjà sold out, ou même les PlayStation 5 aujourd'hui qui se revendent en occasion 3 fois le prix. Aujourd'hui, je pense que c'est créer vraiment l'engouement du truc. Et C'est une ce qui stratégie fait que volontaire. Ah bah, enfin, Non, c'est pas. Je peux pas dire La part volontaire, des attention, c'est pas qu'ils constructeurs, nous non, regardent, parce qu'ils perdent de l'argent en fait dans l'histoire, parce qu'ils voudraient pouvoir les vendre. ouais, mais tu crées une hype. Mais en fait, ils ont créé la hype, ils s'attendaient à ce que ça parte beaucoup, mais tous les constructeurs l'ont dit, mais pas à ce point.
Ils ne s'attendaient pas à ce que le marché qui a été créé par en fait, le Covid soit aussi important et autant envie de se Aussi, mettre à jour au niveau du matériel. Quoi. Est-ce que le minage du Bitcoin aussi peut avoir une influence, j'imagine, dans le marché de la carte graphique? Alors le Bah, Bitcoin, ouais, ça je se pense. fait pas avec des cartes forcément le Bitcoin, mais graphiques. la crypto-monnaie. Ouais, la crypto-monnaie, ça a un impact. Et alors que maintenant il y a des machines qui sont faites pour, acheter 58 3080, c'est pas, enfin non, faites pas ça. S'il vous plaît, laissez-les-nous, Faut quoi. déjà avoir les fonds pour le faire déjà. pour Ouais, commencer. mais sauf que c'est rentable en un an de Oui, c'est ça. les acheter. Si ça continue sur ce cours-là, en moins d'un an, ils sont rentables. Donc ça a aussi un impact. Et c'est dommage parce que oui, il y en a qui en achètent 60 d'un coup pour. Il y a aussi quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est les bots en fait. Les gens qui créent des bots pour les sites marchands. Et dès qu'il y a du stock, le bot il est plus rapide que toi, il en a acheté 10. Et il les revend derrière. Voilà. Et on a une question du chat. Est-ce que la tendance des exclus, que ce soit Sony, Microsoft, etc., est-ce que c'est une bonne chose pour la communauté ou est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est un danger? Alors, Ça dépend. ouais, ça dépend. Moi, je pense que c'est ce qui crée une guerre entre les consoles. Aujourd'hui, c'est simple. Comment tu vas. Alors, sauf si vraiment tu as vraiment toutes les finances possibles et inimaginables, tu peux te permettre d'acheter les deux consoles. Ok. Mais c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, on va retrouver des teams PlayStation et des teams Xbox. C'est vraiment l'exclusivité et c'est hyper important. Malgré, alors, il y a certains jeux qui vont vous dire, enfin, certains éditeurs qui vont dire, bah voilà, l'exclu va durer 1 an. Mais dans 1 an, eh ben, on va le retrouver sur L'autre plateforme. Ouais, sur la machine concurrente, grosso modo. Ok, sauf qu'en 1 an, ta hype, elle est déjà partie. Tu prends un blockbuster comme FF7, ouais. voilà, Qui est FF7 sorti remake, exclu PS4, mais Voilà. qui va arriver partout cette année. sauf qu'entre temps, il s'est passé quand même énormément de temps. On sera même peut-être même déjà à l'épisode 2. Non. Non, je sais. Ouais, tous les fans ont eu le temps de poncer le jeu, quoi. Bah, c'est C'est ça. ça. Et puis même si tu l'as pas poncé aujourd'hui, tu regardes, tu vas sur YouTube, tu tapes, je sais pas, ouais, Final Fantasy VII remake, comment on appelle ça? Quand tu fais le jeu en, Un let's play. en let's play, en fait tu peux te faire tout le jeu Ouais. sans y avoir joué. Ouais. Dans 1 an, quand ton exclusivité sera terminée, ça risque d'être hyper compliqué. Enfin, tu Mais- t'en vendras pas autant. Après, Surtout ça, pas au prix fort. et ça permet aussi en fait pour les éditeurs ou les développeurs d'avoir en fait du financement en plus parce que ok, je te fais ta com, déjà c'est le constructeur qui va faire la com pour FF7. Je pense que Sony a mis des billets dedans mais parce qu'ils savaient qu'ils allaient vendre des consoles et des jeux. Ouais. Et moi je suis pas trop pour les exclus dans le sens où moi j'aime bien pouvoir jouer à tout ce que je veux là où je veux Oui, et sans normal, me ouais. prendre la tête. Je suis plutôt de cette team là. Mais après je comprends pour les développeurs et les c'est éditeurs l'intérêt des exclusivités et pour les constructeurs aussi. Même s'ils n'ont pas forcément tous Il y en a qui veulent vendre du hardware, par exemple Sony, eux, ils veulent vendre la console, là où Xbox, eux, ils veulent vendre du service. Donc leur Game Pass, leur cloud, etc. Et donc là aussi, ils ont besoin d'avoir de jeux exclusifs dessus. Et du coup, on avait encore un avis dans le chat. C'était plutôt par rapport à ce qu'on disait avant. Qui nous dit donc Romu qui nous dit qu'aujourd'hui les devs cherchent plus à pousser à fond les graphismes et l'interaction avec les décors comme avant, même dans les AAA. Il n'y a plus de physique sur les tables ou les chaises et on est parfois bloqué dans certains environnements. Je pense qu'ils trouvent ça dommage du coup. Ouais, clairement. Clairement. Et justement, Alix fait tout l'inverse. Et c'est pour ça que c'est aussi cool en VR en fait. Parce que alors autant dans un jeu classique, je trouve que ça peut passer. C'est pas très grave. C'est cool quand ça arrive, c'est trop bien. Mais là où ils vont devoir rebosser ça, c'est pour la VR parce que quand j'ai lancé Half-Life Alyx, j'ai fait, je pouvais attraper tout ce que je voulais. C'est ouf, hein, j'étais dedans. Ouais, c'est Et- des petites features qui font la diff. C'est ça, et c'est pas forcément. Alors ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de temps, mais ça fait une différence ouf. Et après, j'ai lancé un jeu Star Wars qui est pourtant un gros budget, tout ça. Je n'ai pas pu attraper les objets. Je fais je suis où là en fait donc voilà, c'est ça aussi. Après, est-ce que c'est pas aussi pareil, une des thématiques qu'on aborde souvent nous en live, c'est aujourd'hui on sait qu'un jeu doit être fait en temps et temps de temps. Ouais. Est-ce qu'à un moment les devs sont pas bloqués pour plein de choses parce qu'on leur dit attention, malheureusement si. Ouais. Ouais, il y a bah, un je problème pense de que timing, c'est quoi. ça en fait. Et Ouais, du coup c'est- on se dit c'est quoi tant pis on enlève le la dit sur le physique, quoi. graphisme, ouais voilà, il sera peut-être moins beau mais notre jeu il sera présent et il sera sorti. Je prends un jeu qui a fait parler la populace pendant des mois et des semaines, des années même, c'est Cyberpunk 2077. Voilà, Ah, merci. oui. Voilà, je pense que c'est un peu le gros problème, c'est que ce jeu, moi j'ai fait ma première Gamescom en 2013, on parlait déjà de Cyberpunk. Ouais. On est 7 ans après, le jeu vient enfin de sortir et il n'est pas terminé. Ouais. Moi Qu'est-ce que ça veut j'y ai dire pas joué, mais c'est pas mon style de jeu, mais des gens que je connais qui ont joué, il y en a qui m'en parlent depuis 3-4 ans, comme tu as dit, ça fait assez long.
Et au final, la plupart des gens m'ont dit, dont Quentin qui est juste là-bas, qu'ils auraient préféré que le jeu prenne un peu plus de temps, mais que Ouais. du coup il soit plus abouti. Et Je je pense prends que un an de plus. c'est ce que la majorité des gens veulent. Ils s'en foutent d'attendre 6 mois, 1 an de plus, mais si c'est pour avoir Ouais, une mais qualité derrière. En se disant ça, on se le dit maintenant. Mais quand tu vois la communauté de Cyberpunk, enfin tous les gens qui ont mis un L'attente coup de qui a été pression. faite, Ouais, oui, ouais, bah oui. etc. Ah oui, mais c'est clair que c'est jeu beaucoup de était pression sorti- pour les était devs. Oui. censé quand même sortir il y a quoi, il y a 2-3 ans à peu près. C'était- Non, c'est la première date de sortie, c'était avril 2020. Non. Il devait essayer de sortir en 2019, mais bon, Mm. personne Ouais, n'y a bah cru. déjà, il s'est passé quand même quasiment 2 ans de plus au final. Et je pense que les gens ont dû mettre tellement un coup de pression, que ce soit les investisseurs, la communauté et tout ça, qu'à un moment, il faut le sortir, t'as pas le choix. Ouais, moi je trouve ça dommage. Mais... Bah, c'est Oui, carrément ça, dommage. c'est Alors, triste. on se remet dans 2 ans, enfin 2 ans auparavant, on se dit, bah en fait, finalement, on va reprendre encore 1 an de plus. Mais les gens vont péter un plomb. Mm. C'est pas possible. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on regrette que le jeu soit sorti, c'est dommage. On regrette qu'il soit dans cet état-là. Annoncer, bah écoutez, on reprend encore 1 an. Je pense que non, là c'était Mais mettre ça clé sous la passe mal porte. aussi, quoi, effectivement. Après, là, ils ont sorti le jeu, je suppose qu'ils vont faire des updates qui vont. Oui. Sur 1 an, ils ont prévu justement. Oui, sur En sur fait, l'année, sur grosse les versions console. console, on pourra y jouer par exemple sur PS4, on pourrait vraiment officiellement y jouer dans 1 an. Ouais, fin d'année, début d'année prochaine, quoi. J'ai dit oui, PS4. Ouais. ouais. C'est un type de marketing un peu particulier, mais. Oui, mais Ah bah. du coup, vous pensez pas que quelque part c'est une erreur de CD Projekt d'avoir annoncé une date aussitôt en fait dans le développement? Si, mais parce qu'ils avaient Ouais. plein de soucis en interne et justement il y a des papiers qui sont sortis sur ça justement dans des plutôt donc dans des magazines américains mais justement qui expliquent comment ce que ça puisse faire. Et oui, c'est des erreurs de management et c'est Puis c'est comme dit, triste. à un moment, tu peux annoncer une date de sortie. Le but, c'est de se rapprocher vraiment de cette date de sortie, pas de dire Mm. bah, 2 ans plus tard, on en est où. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a vraiment fait la grosse faiblesse du jeu. Hein. Et la preuve, même CD Projekt a proposé à tous les joueurs de rembourser le jeu. Ouais. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, c'est pas possible. Ouais, non, très clairement. Je vais vous avouer un secret. J'ai pris un Game Pass de Microsoft il y a quoi? Il y a 1 mois. Ça paraît fou pour la régie qui me connaît effectivement, parce que effectivement je ne joue jamais aux jeux vidéo. Je l'ai pris en fait parce que donc c'était 1 mois, 1 euro pour 3 mois, je crois, un truc comme ça, Ouais, il y avait une c'est ça. promotion. Et je l'ai pris parce qu'il y a Flight Simulator dedans. J'ai joué à Flight Simulator 2004, là le X, je crois, qui s'appelait en 2004, quoi. Donc c'est un petit moment, quoi. Et je n'ai jamais réussi à faire atterrir un avion, mais du coup j'ai vu la différence entre la version 2004 et la version actuelle. 2020, C'est ouais. impressionnant ce qui s'est passé C'est entre les deux. ouf. Et visuellement, j'ai pas un PC dégueulasse, mais il pleure dessus, mais c'est ouf. Hein. Ouais. Là, à ce moment-là, on voit vraiment qu'ils ont utilisé des outils incroyables. Et là, ils ont utilisé les outils qu'ils avaient à leur disposition, je pense, pour faire des scans de la Terre de ouf. Et, Ouais, il y a tout. On peut survoler effectivement Strasbourg, on peut suivre les autoroutes d'Alsace, Ouais, on peut c'est ça. évidemment aller à New York, on peut aller partout. C'est impressionnant ce réalisme. On s'attend à en voir de plus en plus dans tous les jeux, j'imagine, qui vont avoir un tel réalisme. C'est possible dans n'importe quel jeu. Pas dans Je n'importe pense quel. que j'ai envie de dire oui, logiquement. Plus tard, oui. Aujourd'hui, c'est Ouais. parce que c'est juste un avion qui survole la Terre, donc c'est plus simple. Si tu veux pouvoir avoir cette map-là avec autant de détails, c'est un peu plus compliqué sur Ouais. d'autres jeux, mais oui, ça va arriver. C'est des Je choses crois que qui c'est vont dans changer. l'exemple que je vais te donner, tu vas peut-être me dire oui ou non, mais Spider-Man sorti sur PS4 avait repris toute la ville de New York. C'était pas toute la ville de C'était New York, mais c'était une grosse partie de. c'est- Tu pouvais visiter New York en fait ou directement. The Division aussi quelques années avant Ouais. où ils avaient pris des photos et il y a des moments c'est copier-coller en fait. Ouais. Tu vas à cet Ouais. endroit-là, tu vois la même photo, tu as la même image que dans le jeu et ils Ouais, essayent de c'est plus en plus de impressionnant faire ce qu'on est capable de faire. Et en plus, le jeu maintenant, donc Flight Simulator est disponible en VR. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer en pas encore, VR. mais est-ce En que mon VR, PC il va fondre, j'attendrai un petit Ouais, peu là, ça pour va, ça. ça va être compliqué. Quand j'aurai une 3080 quand il y en aura en Bah, stock. écoute, je le fais tourner sur cet ordinateur, un Flight Simulator, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Je sais même plus ce que j'ai comme carte graphique dedans, ça je vais vous dire. C'est pas impressionnant ce qu'il y a dedans, mais ça tourne. Et ce qui m'a étonné, parce que finalement ça tourne plutôt bien, même avec assez peu de performance. Alors c'est une GTX 1660 Ti, je crois. Oui, Voilà, ça- donc ce qui est pas dégueu non plus, mais enfin c'est pas extraordinaire. Et Flight Simulator tourne là-dessus, et ça m'a impressionné, parce qu'effectivement le rapport performance-graphisme est quand même assez impressionnant. Donc il y a aussi Oui. des efforts là-dessus qui ont été menés. l'optimisation Bah, de ouf. Parce qu'il y a un moment, je pense qu'il faut être logique, c'est-à-dire que tu peux pas créer un jeu qui soit compatible uniquement 3080 par exemple. Oui, avec 3% du marché quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est Il y a un moment où il faut que tu te dis, bah, tu vas faire pas de la low poly, mais tu vas te permettre de laisser le gamer un peu plus que casual pouvoir y jouer.
Et ensuite, les vrais hardcore gamers qui sont. Qui sont fans de simulation, de toute façon, ils ont Voilà. le matos à 10 000 balles C'est qui ça. va avec leur levier, etc. Eux, Ouais. oui, de toute façon, ils ont ce qu'il faut. Ouais, mais il faut que ça s'adresse effectivement à tout le monde Ouais, et que ce c'est soit ça. Surtout accessible. celui-là. Tu verras, quand tu auras un nouveau PC avec une 3080 à l'intérieur, tu verras que le Tout jeu à sera fait. pas le même. Je sais pas si c'est utile pour jouer effectivement à Gartic Phone, je ne suis pense pas pas. sûr, non. Je pense pas que ce soit super utile, mais effectivement. Mais la VR, par contre, effectivement, sur ce genre de jeu, ça c'est typiquement un truc incroyable. Il y a une autre innovation juste avant qu'on termine ce live, il reste 6 minutes. Alors j'en profite, si vous voulez poser vos C'est questions, passé c'est vite, hein. maintenant ou jamais, c'est passé très vite. Si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez passer en direct, c'est également maintenant ou jamais. Donc rendez-vous sur Discord, la salle d'attente, et pour poser vos questions, sinon également le chat donc, du Twitch. Une question sur une vidéo que j'ai vue récemment, c'est sur, on parle de réalité augmentée tout à l'heure. La réalité augmentée, ça passe aussi par un truc qui s'appelle le côté olfactif. J'ai vu une innovation qui propose d'avoir un système d'odeur qui nous entoure pendant qu'on est en VR, donc en réalité virtuelle, pour renforcer la réalité du jeu. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou utile? À chaque fois, ça s'est fait, Bah ça s'est planté. ouais, parce que ça te permet d'utiliser encore un sens en plus. Ouais. Mais après, Dans un exemple, Mais après, est-ce que tu as envie dans un Call of Duty d'avoir l'odeur de tous les cadavres quand tu es dans une tranchée? Non. Ça, Donc c'est voilà. effectivement, ouais. Donc, Ça dépend des jeux. alors. c'est ça, Ouais, voilà, ça dépend ouais, du, ça va ça, dépendre. ça dépend du jeu, ça dépend de mais ça peut être intéressant, mais Ouais. ça, je pense que ça sera plus S'il des faut un nouveau expériences Cooking en Mama, fait. un truc du genre, tu pourras Ouais, y par Ah aller. exemple, exactement. Même Ouais, clairement. quand tu vas utiliser. Enfin, tu vas dans un cinéma par exemple, Oui. aujourd'hui, si tu arrives encore en plus à développer le sens olfactif, je pense que Ça peut être complètement intéressant. dingue. Bah Ouais. ouais. Clairement. Bah, j'ai vu une démonstration, c'était sur Minecraft. Alors, quand on se rapproche de l'eau, ça sent l'eau, par exemple. Ouais. Quand on est dans la forêt, ça sent la forêt. Bon, je sais pas si c'est utile, effectivement, mais apparemment, c'est très immersif comme technique de jeu. Et ça rejoint en fait ma question tout à l'heure, c'est-à-dire comment on voit le futur du jeu. C'est aussi par l'exploitation des nouveaux sens, Oui. avec effectivement peut-être le toucher aussi qu'on peut Le toucher, développer. c'est super important. Parce que clairement aujourd'hui le toucher n'est pas ultra développé, encore que j'ai testé le Vive hein, il y a maintenant un an de ça, quelque chose comme ça. La manette a déjà ce retour haptique qui est très loin d'être réaliste, mais qui permet quand même d'avoir ce ressenti du toucher très approximatif. Mais ça, c'est aussi des choses qui vont se développer, j'imagine, dans le futur. Oui, mais c'est là où on aura des gants, ce genre de choses où ça pourra Ouais. être un peu plus précis. Mais ouais, Là, on est vraiment sur la découverte de ces produits-là. on débute. En fait, là, ils essuient encore les plâtres 5 ans après, mais ça va faire que Je évoluer. pense que dans 5, allez, peut-être on va même pousser. 10 sur ans. 10 ans, on sera vraiment sur une immersion totale. Mm. Vraiment, tu vas rentrer dans une pièce par exemple. Là, on se projette peut-être dans les films qu'on avait fait dans les Ouais, années. ouais, ouais. 90-80. Ouais, ouais. exactement, où il y avait un futur complètement ouf. Non, c'est le futur qui va arriver dans pas On longtemps. est plus si loin, quoi, effectivement, Ouais, de, c'est ça, ouais. de ce futur. Effectivement, immergé complètement comme ça au milieu d'un jeu, et pourquoi pas avec ses amis autour aussi, Bien sûr. qu'on pourrait voir en manière holographique. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, que quelqu'un autour de cette table ou vous-même Je vais souhaitez peut-être aborder en profiter pour poser la question. Je l'ai réservée il y a très très longtemps. Vas-y, Quand même, vas-y, je vas-y. sais pas trop la demander, mais Fais-nous vous rêver. avez fait quoi comme étude? C'est vraiment de la curiosité de ma part. Un bac plus 30 en jeux vidéo. Voilà. Non, pour ma part, je suis allé jusqu'à un BTS Action Co, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est maintenant sur un. C'est quoi, c'est NRC, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, c'est que du commerce en fait. D'accord. Et que je n'ai même pas validé. En plus. Et ça fait des années aussi où je me dis, tiens, peut-être refaire une mise au point sur tout ça, mais finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, le practice me permet de faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai appris en théorique à l'époque. Pourtant, j'enseigne aujourd'hui, je suis consultant dans une école, tu vois, et finalement, ça m'a pas empêché de. Mm. Voilà. Et moi, du coup, j'ai fait une école de développement à Strasbourg, donc Ludius, en 3 ans. d'accord. J'ai fait le cursus en 3 ans. Ok, D'accord. super intéressant. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour nos participants de la Global Game Jam? C'est la dernière ligne droite là. Bon courage, il reste quelques heures, c'est bientôt la fin du calvaire. Après, c'est vous ça, dormez, on peut après, vous dormir. dormez et c'est bon. Ces encouragements, ils valent aussi pour nous avec le stream, hein, je crois. Ouais, Il reste ouais. quelques heures. Toutes les personnes qui ont bossé pendant ces 3 jours, à mon Ouais, avis, clairement. là on voit la fin, mais c'est vrai que quand tu vois après l'aboutissement du truc, C'est tellement bien. ouais, Mm. c'est ça. Mm. C'est même le lendemain, je pense que t'es hyper fatigué. Par contre, tu te remémores ces 3 jours et Ouais. je pense que c'est ta plus belle Ça, récompense. ça fait des sacrés souvenirs. On espère Mm. que malgré le fait que ce soit en ligne, vous aurez des sacrés souvenirs de cette expérience. Merci beaucoup Nishan, merci beaucoup Pierre. Et De où est-ce rien, qu'on peut de vous rien. retrouver si on a envie d'en savoir plus sur tout ce que vous faites? Ah bah sur nos réseaux, donc on est un peu presque partout maintenant. Twitter, Insta, donc la chronique du geek. Ouais, c'est simple. Vous tapez sur votre moteur de recherche la chronique du geek et vous allez tomber sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, Sur Twitch, chronique sur du Twitch geek. aussi. La Du chronique coup, maintenant, du geek FR. Voilà, Chronique la du chronique geek du FR, exactement, pour l'émission qui a lieu tous les vendredis soirs de 20h à 22h. Et ça parle de jeux vidéo, j'imagine. Ouais. A De priori, l'apéro hein, et du jeu vidéo, c'est un Eh peu ben la voilà, passion, ouais, deux exactement. choses essentielles de la vie.
avis. Ouais, c'est Merci ça. beaucoup. On nous Le remercie chat qui également remercie dans le aussi. chat. Le chat qui Merci remercie à vous. tous en tout cas pour Merci, voilà. c'est cool. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous. Il est 11h59, c'est la fin de cette petite interview. On se retrouve nous de notre côté d'ici 2 heures, je pense, hein, sur le coup de 14h, parce qu'on va aller manger maintenant, peut-être un petit peu avant. En tout cas, surveillez le Discord. On n'a pas de programme très précis pour l'instant. À Peut-être 15h30, un Gartic Phone pour Tout à l'une fait. de nous. En tout cas, on se retrouve à 15h30 et ça c'est sûr avec le jury, l'interview du jury. Vous allez pouvoir découvrir le jury et les prix qui vont vous être offerts ce soir et ça vaut le coup donc du coup de le suivre quand même. Et puis à partir de 16h, on passe dans vos équipes. Donc je vous rappelle Il les reste 4 instructions hein, pour ceux qui nous regardent. Vous avez ce soir entre 16h et 18h, on passe avec notre jury. Vous avez 8 minutes pour pitcher et faire une démonstration de votre projet, de votre jeu. Il faut qu'on puisse voir un petit peu une démonstration de votre jeu. Voilà, évidemment, c'est plus amusant. Bien Qu'on sûr. puisse juger quoi. Et notre jury vous notera ensuite sur les coups de 19h, remise des prix du coup quand on a terminé de délibérer. Et c'est là que vous allez enfin savoir si vous êtes le prochain grand spécialiste du jeu vidéo avec votre prochain triple A qui sort dans 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, ou qui sort demain. Peut-être s'il est déjà Et sorti. n'oublie pas, Ouais, il faudra passer sur le stream, hein, c'est obligatoire. Tout à fait, ouais, Donc, il faudra passer sur le stream effectivement. Préparez-vous, commencez commencez à stresser. Et puis, Voilà, ça se préparez passe vos pas. micros effectivement. Merci Lucas. Merci Lucas pour ces encouragements. En tout cas, merci, merci de nous avoir suivis. Les Midi to Pile, vous êtes avec nous depuis près de 3 heures aujourd'hui. Merci de nous suivre. À tout à l'heure. À tout à l'heure et bon appétit. Bon appétit. Merci.